Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. On va d'abord parler, si vous le voulez bien, d'inflation. Les chèques énergie sont envoyés d'ailleurs aujourd'hui aux Français. Ça concerne 5,8 millions de Français qu'on va aider pour faire face au choc énergétique. L'inflation atteint 7% en Allemagne. En France, on aura les chiffres aujourd'hui, mais elle pourrait être autour de 4%. Comment faire pour encaisser le choc ? Vous savez, quand on compte euro après euro, c'est sûr que c'est la remise, par exemple, de 18 centimes ou ce chèque énergie va être donc quelque chose qui va donner un peu d'oxygène. Mais ça résout pas du tout le problème parce qu'en fait, ce sont tous les prix qui augmentent, les prix de l'énergie, mais aussi les produits alimentaires. Enfin, et on est confronté en plus depuis tellement d'années à des salaires qui sont bloqués, à des pensions de retraite qui sont bloquées à des niveaux trop bas, que là, en effet, la situation, elle est devenue invivable pour des millions et des millions de femmes et d'hommes. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord débloquer les salaires, il faut augmenter les salaires, et pas des miettes. Les indexer au moins sur l'inflation ? Les augmenter de façon déjà considérable, de 300, de 400, de 500 euros. Il faut monter le SMIC. C'est pas possible de vivre avec 1270 euros. À combien on monte le SMIC ? Jean-Luc Mélenchon dit 1400 euros. Moi, je pense qu'il faut 2000 euros si on veut minimum, donc 2000 euros minimum, si on veut vivre décemment, si on veut ne pas avoir à compter le moindre centime et ne pas être dans l'angoisse en permanence, de se dire mais qu'est-ce qui va se passer si je tombe malade, si ma voiture est en panne, enfin voilà. Donc aujourd'hui, il faut prendre sur les profits. Moi, je ne dis pas qu'il faut demander à l'État, il faut qu'on prenne sur les profits. Écoutez, mais il y a de l'argent dans cette société. Toutes les entreprises peuvent encaisser un choc comme celui-ci. Ah, écoutez, les grandes entreprises, parce que vous savez, souvent on se sert des petites entreprises en difficulté. C'est l'alibi. Voilà, c'est l'alibi pour pas augmenter les salaires. Mais quand vous voyez comment les profits ont explosé, comment même les grandes fortunes ont réussi à se démultiplier pendant la pandémie, c'est qu'il y a de l'argent dans cette société. Donc on pourrait dire aux salariés des grandes entreprises qui font des profits, vous passez à 2000 euros, les autres non ? Non, c'est l'ensemble des salaires et on fait payer en effet les plus gros. Vous voyez sur le prix de l'énergie, sur cette flambée là de l'essence, y compris en une nuit à la même station essence, vous pouvez retrouver l'essence avec 20-30 centimes de plus. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est de la spéculation. Moi, j'aimerais quand même bien savoir à quel prix ils ont payé le baril, là, l'essence qu'on est en train d'acheter aujourd'hui. Parce qu'ils l'ont raffiné il y a combien ? Ils l'ont acheté il y a combien de temps ? Vous voulez dire ils l'ont acheté quand les prix étaient plus bas ? Mais bien sûr qu'ils l'ont acheté. Mais justement, faisons la transparence. Regardons les marges des pétroliers. Parce qu'ensuite, on va réaliser, Total Énergie a encore fait combien ? 14 milliards. Alors les prix sont indexés parfois sur la situation internationale. C'est précisément ce qui se passe avec la Russie. Est-ce que vous pensez qu'il faut calibrer les sanctions économiques pour qu'elles ne rejaillissent pas, notamment sur les Français, sur les gens qui vous regardent ce matin et qui vont faire le plein ? Non, mais moi, je suis pas d'accord pour dire qu'ils sont indexés sur la situation internationale. On a l'impression que personne ne décide, que personne n'est responsable de rien. Mais il y a des profiteurs de guerre en ce moment. Il y a des spéculateurs. Il faut quand même leur demander des comptes. Pétroliers, par exemple. Mais bien sûr, tous les grands groupes, tous ceux qui ont du poids, tous ceux qui ont suffisamment donc de puissance, mais bien sûr qu'ils peuvent manipuler les marchés comme ça leur va bien. On nous dit c'est la loi de l'offre et de la demande, on sait pas ce qui se passe. Mais bien sûr que si, on sait ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe sur les cours, par exemple, des matières premières, du blé ? C'est ce que je vous dis. Faisons la transparence. Empêchons ces spéculateurs là de faire flamber le prix du blé, alors qu'on sait pertinemment que cela va affamer des centaines de millions de femmes et d'hommes en Égypte, au Maghreb, en Afrique. Mais on accepte ça ? Est-ce qu'il faut bloquer les prix ? Moi, je pense que c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Bloquer les prix de l'énergie, des produits de première nécessité et une hausse, je le disais, de 1400 euros. Le problème, c'est que ce sont tous les prix qu'il faudrait bloquer. Voilà, parce qu'on ne va pas bloquer les prix d'un artisan, d'un commerçant, d'un intermédiaire qui lui-même va devoir prendre en charge des hausses. Donc c'est tous les prix qu'il faudrait bloquer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on prenne le contrôle de l'ensemble des marchés, de l'ensemble de la société. Alors moi je suis pas contre. Moi je suis pas contre. Bien compris. Je pense que la société, en fait, elle devrait même être organisée et dirigée par ceux qui font le travail, par ceux qui la font vivre et par ceux qui la portent. Et justement, qu'on ne soit pas tout le temps, vous vous rendez compte quand même que nos vies dépendent des cours boursiers. Nos vies dépendent des spéculateurs dans cette société capitaliste. Moi, c'est pour ça que de la demande des marchés. Mais c'est pour ça que moi, je veux la changer, je veux la renverser. Et je pense que cette société capitaliste, elle ne peut nous plonger que dans des crises et dans des guerres. Voilà, dans des situations où c'est de pire en pire. La renverser par le vote, par la révolution.
Ça se fera par en bas. Tous ceux qui sont établis, tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui économique, vous croyez qu'ils ont intérêt à la changer? Mais bien sûr que non, ils vont s'accrocher comme toujours. Donc non, clairement, ça va dépendre de nos luttes collectives et de notre conscience qu'on ne doit pas laisser la marche du monde entre les mains, justement, de ceux-là qui ne jurent que par leur profit, que par leur fric. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce qu'on appelle désormais l'affaire McKinsey. Le gouvernement a donné la réplique, Bercy a engagé une vérification fiscale, le ministre des Comptes publics estime au fond que ce gouvernement n'a rien à cacher et que sur les 900 millions qui ont été dépensés donc pour des cabinets de conseil en 2021, 600 l'étaient pour la mise en place de prestations informatiques. Est-ce que ça vous suffit comme explication? Déjà, 900 millions, on est quasiment à 1 milliard. Ouais. À 1 milliard. 1 milliard donné à des cabinets privés d'expertise. Bon, en plus, pour faire quoi? Pour justifier la baisse des APL, la suppression des lits dans les hôpitaux, pour réfléchir à la façon de travailler dans les écoles, dans l'éducation nationale. Écoutez, moi je pense que pour savoir comment le travail doit être fait dans les hôpitaux, demandons aux soignants, demandons au personnel des hôpitaux. Pour savoir comment on doit faire le travail dans l'éducation, demandons aux profs. Moi, j'ai quelques idées, vous voyez. Je ne demande pas un demi-million. Qu'est-ce que ça raconte, selon vous? Qu'il y a une faiblesse de l'appareil d'État? Non, ça raconte que, justement, ceux qui sont au pouvoir, ils n'en ont rien à faire de ce que pensent les salariés, les travailleurs, de ce que pense la population. Parce que, vous savez, justement, c'est qui d'autre que les travailleurs savent le mieux comment on doit faire le travail. Mais ce qu'ils ont l'air de dire quand ils parlent de prestations informatiques, c'est qu'ils ont l'air de dire que c'est des compétences qu'il fallait aller chercher à l'extérieur. Ce ne sont pas que des compétences informatiques, c'est aussi de la com, c'est aussi faire passer la pilule, c'est aussi, et puis c'est arroser en fait un certain nombre de gens qu'on connaît bien, et à qui, voilà, on va leur donner des petits marchés, parce qu'il y a tout ça aussi, c'est de la connivence, c'est tout un monde qui parasite en réalité, qui parasite le budget de l'État. Votre sentiment aussi sur un sujet qui est un grand absent de cette campagne, la question du grand âge. Pourtant, on en a beaucoup parlé avec le dossier Orpea. D'ailleurs, ce dossier, avec un rapport sur les agissements du groupe, sera rendu public dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour surveiller la qualité de l'accueil dans ces maisons de retraite? Mais là encore, vous vous rendez compte, ça fait des années que le personnel dénonce la maltraitance et explique toute leur souffrance au travail parce qu'ils peuvent pas véritablement prendre soin des personnes âgées. Combien y a-t-il eu de témoignages anonymes de salariés, y compris certains d'ailleurs ont été poussés gentiment vers la sortie. Alors là, il y a eu l'enquête effectivement de Victor Castanet sur les fossoyeurs. Bon, maintenant, après, il y a eu une enquête ministérielle. Le gouvernement s'est dit d'ailleurs on va la garder finalement elle sera rendue secrète. Finalement, heureusement, parce que c'était un scandale incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des capitalistes qui ont décidé de faire leur beurre sur la vie des anciens, ils peuvent cacher leur maltraitance, leur méfait. On les sort de l'accueil du grand âge. Comment est-ce que vous gérez une situation comme celle-ci? Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas chercher à faire du profit sur les derniers jours des femmes et des hommes. Qu'est-ce que c'est que cette société, franchement? Alors on fait du profit surtout sur la santé, sur le grand âge, ça devrait être uniquement sur l'éducation, sur l'alimentaire, oui, et sans rechercher à faire des profits, sans chercher à faire de la rentabilité. C'est comme ça que la société pourrait être véritablement humaine. Bon, on regarde un mot quand même sur les sondages. L'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'a jamais été aussi faible au second tour. Le rapport de force est de 52,5 à 47,5. Est-ce que ça, c'est de nature à vous inquiéter? Quel regard vous portez sur des chiffres comme ceci? Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est en effet la poussée des idées d'extrême droite, ce nationalisme, ce racisme quasiment décomplexé là, qui s'est exprimé dans cette campagne, parce que ça, c'est du poison. C'est du poison pour le monde du travail. Parce que le monde du travail, précisément, il est composé de femmes et d'hommes de toutes les origines, de toutes les nationalités. Mais le monde du travail, il vote parfois Marine Le Pen. Elle dit si le peuple vote, le peuple gagne. Une petite partie, parce que l'essentiel du monde du travail, ça fait bien longtemps, en fait, qu'il s'abstient, qu'il s'est rendu compte que tous les présidents de la République se moquaient complètement de leur galère, et qu'ils devaient se débrouiller tout seuls. Ouais, mais ceux qui, effectivement, votent pour Marine Le Pen, ils se trompent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils se trompent. Parce que Marine Le Pen, elle n'est pas du côté des classes populaires et du monde du travail. Encore une fois, vous savez, quand on est anti-immigré, on est anti-ouvrier. Parce que voilà, le monde du travail, il est composé beaucoup de travailleuses et de travailleurs immigrés. Et heureusement qu'ils sont là pour faire tourner les hôpitaux, les chantiers, etc. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'avoir été notre invitée ce matin.